Bonjour tout le monde, enchantée, je suis Yoke et je vais vous accompagner dans l'exposition. J'avais d'abord une question. Est-ce que vous... Oui. Peut-être faussé. Oui, peut-être faussé. Ça, c'est très intéressant déjà la remarque que vous donnez parce qu'en fait, le but de ce musée qui est là depuis les années 80, avant c'était encore l'hôpital psychiatrique, et le but c'est de conscientiser les gens que finalement on est tous des gens, des êtres humains. Et en fait, il y a, dans une dernière étude, il y a une personne sur 4 qui, durant sa vie, peut souffrir d'une maladie psychique. Ça peut être de très innocent, comme un petit burn-out, jusqu'à une grave dépression, ou même des gens qui sont vraiment chroniques. Les jeunes qui viennent ici, ils disent tout que ce sont des fous, un danger pour la société. Ils étaient possédés par les mauvais esprits. C'était dominé par l'Église catholique, bien sûr, pour faire peur aux gens. Il fallait les écarter de la société. Et on voit encore un peu ça ici, parce que maintenant, c'est en pleine ville presque. Mais surtout, je crois que c'est une bonne chose, parce que c'est pour donner de la paix, tranquillité. Mais c'est encore, ça vient encore de l'ancienne croyance qu'il faut un peu... Il faut les éliminer de la société. Oui, oui. Mais tous les hôpitaux, ils étaient à l'extérieur des villes. Oui, Oui. Hôpitaux. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure, mais c'était comme une prison, c'était dans les caves d'un château, ils étaient vraiment enchaînés. Oui. Et qu'est-ce que vous avez remarqué en rentrant? Je veux juste un peu parler de ce bâtiment que Ghislain il a construit en 1850, 54. Et qu'est-ce que vous avez remarqué en montant? C'était une abbaye Cloître. Oui, ben oui, c'était les frères de l'amour. Il avait fondé Triste. C'était son compagnon en fait. C'était un prêtre qui avait ensemble avec lui. Jusque dans les années 60, c'était les infirmiers. Mais c'est toujours cet ordre-là qui règle, qui gère le lieu ici. Autant le musée que l'hôpital psychiatrique qui est maintenant juste à côté. Et autre chose que vous remarquez au bâtiment, c'était pas bien l'oisivité, que ça pouvait mener à encore plus de souffrance. Et alors moi, mais accompagnée par une personne, et une fois par semaine, vous pouvez recevoir la visite, mais aussi sur des street. Et une dernière chose peut-être, le bâtiment est très symétrique, ça vous voyez, c'est du néoclassicisme, du néogothique un peu, mais ça c'est aussi une croyance qui est toujours là et qui est, je crois, une loi générale de l'humanité que l'ordre crée de l'ordre. Hein? C'est comme dans notre maison. Oui. Quand j'ai besoin d'ordre dans ma tête. Comment ils étaient traités un peu d'une manière cruelle parfois. Heureusement, il y avait des autres exceptions. Tout le monde voit, je crois, peut-être les plus beautés. Oui, et qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi? Oui, ils ont frappé avec des pierres de feu. On dit pierres de feu? Silex. Et ils ont utilisé ça longtemps, après ils ont utilisé comme une sorte de visseuse. Et ils faisaient ça aussi pour guérir les thromboses, pour laisser couler le sang. Mais c'était surtout à un certain moment que le mauvais esprit entrait par un insecte, la vie. Et
médecin tout de suite, qui se transformait en pierre la nuit dans le cerveau. Et alors, je vais vous montrer. Oui, ils sont un peu, si quelqu'un fait un... Alors, lui, il fait trop de sang par rapport aux autres substances, Une autre personne très légendaire du Moyen-Âge, c'est les sorcières. Et on voit à côté de la sorcière un diable. Parce que dans la croyance de cette époque-là, une sorcière, elle était devenue sorcière parce qu'elle faisait chaque nuit l'amour avec le diable. Et alors, elle était possédée par ce mauvais esprit qui était dans son corps. Et c'est pour ça qu'elle faisait plein de choses. Elle brûlait les églises, elle faisait les mauvaises récoltes. C'était tout qui n'allait pas bien dans la société, c'était la faute des sorcières. Mais avant qu'il passait au rituel d'exorcisme, comment il savait que c'était une sorcière à votre avis? Et donc clairement, lié à des entités. Oui, la question, qu'est-ce que c'était? On est torturé, et alors si je me certain qu'elle disait oui, une certaine torture, mais ce n'était pas par des questions. Ils allaient jeter la sorcière dans l'eau, et si elle flottait, parce qu'on croyait aussi que par la diable, on perd du poids. Alors si elle flottait, c'était une sorcière. Si elle se noyait, elle était en tous les cas morte. Et alors un autre système, c'était, ils croyaient qu'elle avait le poids de la Bible. L'enfer, ça rappelle un peu à l'enfer. Et c'est surtout quelque chose, le feu est un élément purifiant. Alors tout s'en va, et ils croient même que les esprits, c'est comme un peu comme... maintenant, on brûle aussi les morts, mais surtout dans les pays hindouistes, ils croient vraiment que l'âme peut s'en aller que quand on brûle les corps sur le Ganges. Vous voyez un peu ces images qu'ils font flotter. Et s'ils font ça, par exemple, plus que maintenant. Et alors, ils avaient beaucoup de manières, ils avaient beaucoup de connaissances des plantes guérissantes. Et alors, il y avait aussi ça qui était comme une médecine, les ventouses, mais aussi le sangsue. Les sangsues, oui, qui allaient sucer du sang, du mauvais sang purifié. Quelque part en Hollande, et alors c'était mis devant l'hôpital, devant la maison de fous, pour rendre la pitié, pour amener les gens à la pitié, parce qu'ils avaient besoin d'argent de la catholique, l'église catholique. à donner de l'argent. Tu regardes. Pour rendre les gens à pitié, c'est emprisonner, c'est vraiment les gens qui doivent être touchés et sortir de ces lois moyenâges, de ces châteaux. Mais comme des criminels, ils étaient enchaînés avec ces belles chaînes. C'est un peu déshumanisant, je crois. Oui. Et alors, tu vois, tous ces ivrognes, oui, tout le monde est... Alors, le seul but, c'était de les écarter. Et alors, dans ces jours, souvent c'est très... Alors ici, c'est une belle image de la Révolution française. Un médecin qui va... Parce que la Révolution française voulait donner une meilleure situation à ceux qui étaient depuis toujours opprimés. Et ceux qui étaient depuis toujours opprimés, par excellence, c'était les patients psychiatriques aussi. Ceux qui étaient emprisonnés, et il y avait un médecin, Philippe Pinel, qui va comme un bénéficiaire, comme quelqu'un qui fait du bien, un bienfaiteur, c'est un beau mot. J'aime bien parce que je ne suis pas complètement bilingue. Oui, pas grave, hein? Oui. Bienfaiteur, Philippe Pinel. Et alors lui, c'est un moment très symbolique. En 1809, dans cette maison de fous, il va littéralement enlever les chaînes de ces gens-là, comme un acte symbolique aussi. Et ce qui est très important, à ce moment-là, d'enlever les chaînes, il dit, en fait, vous n'êtes pas des criminels qui doivent être emprisonnés, vous êtes des gens qui méritent un traitement. Et il va construire un nouvel hôpital au même lieu, qui est toujours là à Paris, la Salpêtrière.
pieds nus. Oui, oui. Alors ça fait l'image de la salle pétrolière. Et on voit, on a encore le costume, mais on a encore des camisoles autour. C'est pour ça qu'on a mis là un frère, une sœur, et on peut dire que c'est le premier psychiatre en Belgique. De construire cet hôpital, d'avoir un ordre du jour, d'avoir des activités, mais il n'y avait pas encore de médicaments, par exemple. Maintenant, ça peut paraître de la torture, mais c'était par de très bonne volonté qu'ils cherchaient une manière de guérir ces gens. Et ça, c'est une maquette d'une personne là-dedans, et bien sûr, parfois on est dans ce lit et on se ferme. C'est en fait un peu le précurseur de quelque chose qui existe aujourd'hui en psychiatrie. Les chambres capitaux. On dit ça, chambre capitone. C'est la cellule La d'isolation. chambre capitonnée, c'est-à-dire que c'est tout capitonné. Ils peuvent juste se jeter contre le mur, ils vont passer en bas. Oui, oui. Et puis souvent, chambre d'isolement. Chambre d'isolement où tout est blanc, où ils ne peuvent pas se faire mal, il y a juste. Bon, revenons au sujet. Les gens, parce qu'il y a une question, est-ce qu'on peut voir à des gens qui souffrent d'une maladie psychiatrique qui sont malades, selon vous? Est-ce qu'on peut voir ça? Oui. Et si vous voyez les photos là-bas, ce sont... Oui. Parfois, on peut regarder dans le regard. Parfois, dans le regard qui est un peu vide. Là, Par contre, c'est pas toujours donc si tu veux, là, Ici, ils prenaient le pire des cas pour, en fait, ils avaient une théorie, ils cherchaient des preuves pour prouver cette théorie. Et la théorie, c'était la physionomie, qu'on pouvait lire sur le visage la personnalité et les problèmes de chacun. Et chaque partie du visage représentait une autre partie de notre personnalité. Par exemple, la crâne serait pour les capacités intellectuelles. La bouche et le nez, c'était pour tout ce qui est émotionnel. Plutôt la forme de la nuque, c'était pour tout ce qui était sensoriel. C'est une croyance qui existe toujours aujourd'hui. Il y a toujours des manuels de physionomie. Mais c'est aussi appliqué aux gens dans la psychiatrie. Et voilà, ils faisaient analyser leur visage parce qu'ils n'avaient pas encore maintenant, vous dites, par le comportement, mais la psychologie n'existait pas encore. Quand les gens entraient dans un hôpital, il n'y avait pas encore une conversation avec eux, il n'y avait pas encore... alors c'était la manière de diagnostiquer, c'était par le physique. C'est une théorie qui a été fort abusée par Hitler, parce que Hitler croyait qu'il y avait une crâne de la race aryenne, c'est juste. Et alors, bien sûr, il avait là, ce sont des théories, la physionomie et l'anthropométrie et aussi Freud. Ça, c'est plus innocent, je vais vous raconter. Parce qu'on peut se demander, c'est quoi l'origine, c'est quoi la vraie des gens. La famille des gens en psychiatrie, ils souffrent fort parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent, mais pourquoi, comme une autre maladie, un cancer, pourquoi tu n'as pas fumé toute ta vie et tu reçois un cancer souvent c'est injuste. Mais il y a une théorie, maintenant ils savent que c'est dans le cerveau, qu'il faut traiter le cerveau, mais ça peut aussi être génétique, ça peut déjà être... Et un grand élément, c'est sûrement notre propre biographie et notre environnement. Et c'est pour ça que chaque époque développe un peu sa propre maladie. On a par exemple maintenant une maladie qui est fort récurrente, burn-out, oui. Les burn-out pour tout le stress. Il y a aussi borderline qui se développe de plus en plus. Parce que borderline, par exemple, une caractéristique des gens borderline, c'est qu'ils ont besoin de tout. Ils sont très narcissistes.
ils ont besoin de tout le temps d'être confirmés. Et alors les jeunes, ils sont là tout le temps avec leur iPod. Tu vois, c'est un peu... Parce que c'était pour faire des Röntgen photos. C'est le médecin Röntgen qui a fait les premières photos de l'intérieur des gens. Et c'était une grande révolution qui a fort été utilisée par des psychiatres aussi parce que du coup, ils avaient des images du cerveau. Ils pouvaient commencer à les étudier, à les comprendre. Dans le corps de la femme qui avait souvent une tache de brûlure parce que c'était assez fort. Et alors on pouvait faire des photos, des retours de la psychiatrie parce que du coup ils peuvent vraiment aller étudier le cerveau. Le premier truc électrochoc, non? Non, c'est la machine qui vous allez voir que c'est la jambe, c'est BVM. Ils sont passés par là, ça qui est aussi enseigner ou suivi des cours. Ik ben meer restaurant gegeven dat C'est de la phrénologie. Je vous ai déjà... Ici sont indiqués tous les segments. Les gens perfectionnistes, les sentiments selfish, égoïstes. Alors tout était mis sur la fermeté d'une personne, son pouvoir de volonté. Tu vois, les sentiments religieux, tout était mis dans la grâce, toute notre personnalité. Ici, qu'est-ce qu'on dit ici? Les appareils SCAN qui sont fort développés pendant la guerre, parce que pendant la guerre, il y a beaucoup de grandes inventions qui sont inventées pendant la guerre. Parce que pendant la guerre, ils en avaient besoin pour aller chercher les objets à avaler, les bouts. Et chez les gens en psychiatrie, on en a aussi souvent besoin des luttes qu'ils ont pris. Parfois, il y a des gens qui vont vraiment manger des batteries, des aiguilles, qu'il faut après. Mais le cerveau aussi, on va regarder le cerveau, même si on sait maintenant que c'est dû aux connexions. C'est pour ça quelqu'un qui est une personne, un travail, et on peut couper, c'est un peu avant que le scan était de si belle qualité, on coupait des lames dans le cerveau pour aller étudier vraiment la structure du cerveau. Et on voit ici, très beau, et qui sont parfois encore utilisés de l'insuline qu'ils achetaient. Et ils sont faire partie jusque dans les années 80. Après, il y avait mais c'est clair que
C'est ça que je vous avais. Un vin rouge, un vin et la neurologie, j'adore. Là, on a mis. J'ai dit, hein, on fait des travaux, mais il ne faut pas oublier le câble. Hein. J'ai dit, Robert, c'est pas ça, ils n'ont pas rien démoli. Hein. D'accord. Voilà, c'est ce câble-là. Tu peux y aller, tu peux le scier. Il y a un support, il y a que là. Les appuis pas. Alors, les carrés. Encore un autre bord. T'occupe. Comme ça, oui, d'accord. C'est pas G-H-I-L. Si tu dis à l'école le vert, là, Vous devrez clair. Oui, il a changé de... Je ne sais pas, hein, mais... à ce moment-là, il y avait une muséum. C'est un musée à lui tout seul. Ouais, un musée à moi tout seul. À chaque fois. Notre sœur, moi déjà, je suis trop loin. La troisième sœur, bah écoute, elle est au travail. C'est une intime. Ici de la ville de Gand. Et Miat, vous soyez la bienvenue. Ce sont des lettres. M, c'est le musée. Vous voyez des collections d'autrefois. I, c'est industrie. Gand a toujours été une ville d'industrie. A, c'est Arbeit, c'est le travail et les circonstances. Et T, c'est le textile. Et Gand a été 2 fois ville d'industrie de textile. Au Moyen-Âge, depuis 1000 et 1500, c'était la laine. Et toute la laine des moutons venait ici, à Gand, parce que le comte de Flandre habitait au château des Comtes et il protégeait les artisans qui faisaient de la laine, du drap très solide, de la meilleure qualité. Et à l'époque, on ne jetait rien. Et quand une mère mourait, ses filles portaient ses vêtements, même chose pour le père. Et ça avait beaucoup de succès chez les riches, que toute la laine de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande venait à Londres, et les bourgeois sont les commerçants qui apportaient cette laine ici à Gand. Et Gand est devenue la 2e ville de l'Europe de l'Ouest, après Paris. Et au centre de la ville, vous voyez les grandes tours, et Gand est devenu très riche.
Mais en 1500, Charles Quint est né à Gand, c'était une ville très riche, hein, mais le Moyen-Âge est fini et il y a les inventions, entre autres les canons. Et il trouve que tout le monde fait payer pour ses guerres. Et Gand refuse, on était autonome, propre finance, il pensait il ne va pas nous punir, il est né ici, il nous aime. Mais lui, il pense, si ma ville la plus riche ne paie pas, les autres vont non plus pas payer. Et alors les Gantois se sont révoltés, ils ont eu une amende énorme. Puis l'Angleterre commence l'industrie, donc la laine n'arrive plus. Puis il y a les guerres religieuses, les protestants contre les catholiques, et les protestants gagnent ici à Gand. Et donc ce sont les Espagnols qui ont chassé d'abord l'islam de l'Espagne et qui maintenant se révoltent contre le protestantisme. Et qui est devenu protestant? Les intellectuels, les riches, qui ont leurs amis, leurs voisins, qui se connaissent et qui vont en masse, les protestants, en Hollande. Même chose avec les Huguenots de la France. Ils sont tous allés aux Pays-Bas et les Pays-Bas a commencé leur histoire et c'est tout de suite ils ont l'intelligence, la richesse qui sont allés là-bas. Donc ici, coton, ça pousse autour du monde. Premièrement, des tissus tout fait déjà de l'Inde. Et parce que les Indiennes étaient si voulues ici qu'on a commencé à penser on peut importer le coton nous-mêmes et filer nous-mêmes et imprimer nous-mêmes, voilà, faire tout nous-mêmes. Et ça, c'était une imprimerie pour faire. Alors, chaque bâtiment a naturellement une autre... Ah oui, c'est très beau. Quelque chose de spécial, mais en fait, certainement, là, en irlandais, on appelle ça bravo. Je ne sais pas le mot en français. C'est des cheveux. Oui. Parce qu'on avait commencé à bâtir. Aïe, 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 aïe. Oui, mais il faisait noir. Il faisait noir. Oui, voilà, on va faire. Dans le noir. Moi je me mets là. Cerise. Si, cerise. En vrai, vous pouvez faire. Une autre cerise. Ah. Une bûche blonde. Quand je venais en vacances chez ma mère, ça m'a cherché à vélo, elle travaillait à l'eau. Non, là,
elle a gagné. Elle va partir avec la donnée. C'est le garçon, hein. C'est vrai que d'ailleurs, et là, ça risque de faire mal. Il avait oublié. Mais Monsieur, dame, tout se passe bien, vous avez besoin de avoir quelque chose? Prêt? Rouler. Ah, pour rouler, bah, on va essayer. On va essayer. Évidemment, d'essayer d'aller le plus vite possible, de se faire plaisir, en profiter, mais en sécurité. Ça, c'est très important. Le sport automobile, ça reste un sport qui peut être dangereux. Vous voyez un peu le rapport poids-puissance, plutôt intéressant. On se dit, oh, ça fait que 170 km autoradio, fenêtre électrique, tout ça, il n'y a pas, évidemment. Il y a le strict minimum, c'est-à-dire un volant, un pédalier, de quoi allumer le moteur, des contours, un siège, des plaques de tôle qui sont rivetées sur un châssis tubulaire. Ce sont des Martini MK70 qui sont sortis de la compétition dans les années 93 ou 94. Pour ce fameux tunnel, on a un pédalier. En gros, les pédales, elles tiennent sur ça. Donc si vous êtes venu avec des Rangers, c'est mort. On va d'abord parler de la boîte. Alors, boîte 5 rapports en H inversé à Crabo. Ça veut dire quoi? Je pousse, je laisse revenir le ressort au neutre. Je pousse vers l'avant, je suis en seconde. Sur le même axe, vers l'arrière, je suis en troisième. Une diagonale pour aller chercher la quatrième. Ah, diagonale. Ouais. Et ensuite, la cinquième. C'est pas complètement inversé. Entre la 2 et la 4, il y a 8 mm. Donc là, vous êtes sur l'axe 2-3. Là, vous êtes sur l'axe 4-5. Ah oui, d'accord. Pas évident. Clac, première, boum, seconde, troisième, quatrième, cinquième. Où ça va? Retenez le schéma parce que c'est pas écrit. Hein. C'est pas comme dans notre voiture, alors je suis quoi, je suis en 2, je suis en 3, je suis en 4. Non, non, c'est un truc en il n'y a pas un adhésif. Ah non, 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 non. Ah non, 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 il n'y a rien du tout. Première chose importante en pilotage, le regard. C'est 80% de la progression d'un novice. Est-ce qu'il y a des motards dans la salle? Ouais. On regarde où en moto? Loin, et où on veut aller, ben là c'est exactement le même principe. Vous devez toujours avoir un temps d'avance avec vos yeux sur ce que vous êtes en train de faire avec vos mains. C'est-à-dire d'abord je regarde et ensuite je braque. On le voit d'ailleurs ici au niveau de l'axe du regard du pilote par rapport à l'axe de la voiture. On voit qu'il est déjà en train de regarder la sortie du virage. Ça peut être une ligne droite, ça peut être un enchaînement de virages. Nous, ce qu'on va faire, c'est décomposer chaque trajectoire, enfin chaque virage en une trajectoire. Regardez. On voit bien. On fait des journées open, on fait de la sécurité routière, on fait de la formation professionnelle pour la douane, pour la police, pour un centre. On va faire un tour de découverte et si le temps le permet, on attaquera les. Voir qui va vous présenter un petit peu la monoclasse, on va voir comment
dans le baquet. Comme ça, on se met debout, il n'y a pas de problème. C'est un peu ça là. Ouais, c'est une maison, donc c'est pas trop grave. Ensuite, vous venez poser vos mains ici, sur le côté. Hop. Et on se laisse glisser. Ça va tout seul. Donc je suis à bord, je m'installe bien, je me cale bien. Bien viser mon épaule droite. Troisième. Pour la quatrième, je vise le pneu avant droit. Quatrième. Et pour la cinquième, je vise le pneu arrière droit. Cinquième. Donc le moteur sera allumé. Tu seras comme ça, tu fais juste hop, tu relèves le petit bouton pour le contact et la voiture se coupe sans aucun problème. D'accord? Alors maintenant, dernière petite chose, pour sortir de la voiture. Donc c'est la même mécanique, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va venir poser ses mains ici. Hop, on se soulève, on vient se faire glisser, on met les deux pieds dans le baquet. Comme ça on est debout. On évite vraiment de marcher sur les ailes de la voiture. On va vous le faire individuellement quand vous serez prêt à partir, installer, s'enlever, on va vous demander si tout va bien. Il ne faut pas mettre la ligne blanche là, enfin, vous savez, du bord de piste. Mais c'est parce qu'on est au milieu par rapport à nous d'habitude. Il y aura un peu plus que de la découverte puisqu'on va encore être là cet après-midi. Cet après-midi c'est 27 degrés et... Nous on reste là, hein, rappelle. Normalement, c'est rentré par là. C'est dans... Normalement, il recommence. Du sol. Ça doit être... Je sais pas, parce qu'ils ont mis des cônes d'une taille pareille. Ah, il y a des traits, hein. Oui, il y a des endroits où franchement, on est directement. Allez, vas-y, va te mettre à l'abri. En fait, mettre Anthony en première position dans le Pescar, Thomas juste derrière, et puis lui en troisième position. Et puis après cette première série, ça nous permettra de voir. Pour les paparazzi, vous pouvez vous approcher pendant qu'on l'installe. Merci. Et je suis là pour donner un coup de main, n'hésite pas à appeler au cas où. Ah mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. 81 ans moi. Un monsieur il y a quelques années. Alors, regarde, Willy, la première chose quand on s'installe là, c'est de reprendre son calme. Voilà. Et moi je suis là pour ça, pour te donner des conseils qui vont nous permettre en fait de pouvoir rouler en toute sécurité et de prendre du plaisir. Et le plaisir des fois on ne le prend pas avec la vitesse, on ne le prend pas, on le prend avec toute autre chose. Donc l'idée pour moi là c'est de te rassurer, voilà. Et comme tu es encore un petit peu stressé, on va permettre comme ça de voir à tes cheveux. C'est vrai? Ouais, moi je suis un grand anxieux. Tu simules juste de lever un peu les fesses. Et moi j'ai remis un cran. Tu vois si tu te sens mieux. Bon ben c'est parfait. Et ben à partir de ce moment-là, oui. Ah bah oui, bah. Avec le soleil, t'as vu de la côte d'Opale. Une fois qu'on a fini de faire ça, on a déjà marche.
Ouais, t'es au naturel, lui. Ah ouais, moi je suis naturel, je comprends qu'il s'inquiète. Tu peux pas le savoir que t'es stressé, Ah bah que t'es au naturel. S'il m'avait connu, dans le passé. Enfin, c'est comme un métro. Ouais. Un gros, je sais pas comment il fait pour rentrer là-dedans. Hein. Ah, Moi je suis, c'est déjà le limite. Bah c'est bien, tu seras bien coincé comme ça. Ah ouais, ça, Tu seras pas... Tu baladeras pas. le mouvement, question de mouvement, c'est pas facile. Hein. C'est quelque chose. Ouais. Je le trouve bizarre ici. Il voulait... Bien travaillé, vous allez voir que naturellement le rythme va monter, vous n'allez même pas vous en rendre compte au début. Les gens ici, on sent tout de suite. Là, pour vous donner une idée, on a commencé les virages, on est passé à peu près à 30-35. Dernier tour, on est à peu près à 60-65. Après, il va tracer comme si tu conduisais. Ouais, sois pas crispé comme ça, t'es pas au volant. Non, j'ai pris une douche là-bas dans le virage. Appuie. Ouh, j'arrive pas. Ça va, Raphaël? Pas malade? Non. Ça va, c'est déjà une bonne chose. Dans le 5e tour. Et on fait des pointes à combien là? Nous, je prends un petit peu de marge pour qu'il puisse accélérer, c'est-à-dire que 2 ou 3 virages avant la ligne droite, je le sème un peu. Ouais. Comme ça, lui, il peut monter à 140, 150, nous on monte à 130. D'accord. C'est pas un circuit qui est vraiment fait pour la rapidité. Ouais, je pense qu'aujourd'hui vous avez eu des gens corrects. Ouais, on a des gens bien. Après, il y a le groupe de cet après-midi. Ça, on sait pas sur qui on va tomber. Mais là, ce matin, oui, c'était vraiment bien. C'est rare d'avoir des gens aussi, j'allais dire disciplinés, mais c'est pas le mot, mais à l'écoute. Attentifs. Voilà. Après, en monoplace, ça va, hein, c'est souvent des passionnés. Donc, s'ils viennent là, c'est qu'il y a une raison. Il y a très peu de gens à qui on a offert le stage juste comme ça. On part plus sur du stage Ferrari ou Lamborghini dans ces cas-là. Ah, et là. Là, c'est un peu plus compliqué par contre avec les clients. Et le 6e tour. J'espère qu'on s'arrête pas, Raphaël. Ça va toujours? Il va plus pouvoir s'arrêter, ouais, surtout. C'est bien amusé, hein, Raphaël? Il nous a secoué dans le dernier tour. T'as senti la voiture qui glissait? Non. Ah, il l'a poussé un peu plus pour qu'elle
il est déçu. C'est vrai? Il est un peu vénère? Donc, interview en direct. Comment c'était ce tour de piste? Super. Quelles étaient les sensations? Aucune idée. On refait? Pas te dire. Tu referas? Bah oui. Allez, on va aller voir papy, voir ses premières sensations. Son sourire dit un petit peu comment ça lui a pris. Voilà, et je ne suis pas mort. Et un petit tête à queue pour finir est parfait. Ah ouais. Super, oui, en tout cas. J'ai essayé. Quand j'ai vu Willy s'installer un petit peu anxieux, stressé, et en fait, il a très bien roulé, super bien. Ah ouais. Et en plus, il a pris le plaisir, t'as dit que ça s'est accéléré sur la fin. Bah ouais. Bah c'est plus que je suppose. Bon, bah, par contre, les enfants, bonjour, bonjour. Surtout pas toucher si c'est chaud, hein, au cas où. D'accord, c'est bon, on s'approche. Donc on s'approche pas pour Mais la après, voiture. Hein. mais après, on peut faire autrement. Hein. C'est comment tu m'as dit ton prénom? Raphaël. Et Raphaël. Allez. Hop. Tu fais photo à Sam. Fais semblant, mets-toi à genoux si on ne verra pas. Il est plus là. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ici dans la ligne droite. Voilà, comme ça au moins on voit. Les lunettes, on voit presque rien. Vas-y, tiens le volant, hein. Fais comme si tu conduisais. Oui. Je vais me mettre à côté. Ah oui. On a Raphaël. Et on avance, je te laisse accompagner Willy. Willy, on rentre là-bas et puis j'arrive aussi. Bon retour. Ben, Un grand merci. Ben, merci à vous. L'expérience à faire. On adore. Attention à l'eau. On adore accueillir les Belges. On a quelques questions dans la voiture. Ah bon? Mais t'as quand même vu une nette différence. Enfin, nous Ah on ouais, l'a ça, vu bien et sûr. je trouve voilà, entre la première série et la dernière série, c'est assez impressionnant. Ça commençait à rouler. Je pense que si on rajoutait encore 2 séries, tu vois, on pouvait plus le faire en Twingo, on était obligé de passer sur la Porsche et 2 séries derrière, on pouvait plus rien Bah, faire. disons que j'avais comment je vais dire, hésité entre un véhicule de prestige que après je dis non, autant faire ça, on a plus de sensations. Oui, non, partir sur une voiture juste parce qu'on commence à emmener et j'ai vu que tu suivais le rythme et qu'il n'y avait pas trop de problèmes, donc ça c'était vachement intéressant. Ouais, même dans les courbes, tout ça, on sent. Il faudrait, comme je disais tantôt, il faudrait faire nettement plus de tours pour voir les limites de la voiture. Bien sûr, bah, il faudrait des années de pratique surtout pour bien sûr. connaître la limite de la voiture. Non mais en tout cas si ça t'a plu, c'est cool. Nous on a passé un bon moment, on a eu un bon groupe ce matin. Là une petite session comme ça tout seul en fin de journée. Ah ouais, ça c'est agréable. Il n'y a personne qui... C'est du grand luxe ça. Hein. T'as pas de trafic, on peut rouler à son t'as rythme. ton pays car, c'est ça. Vous étiez combien là ce matin?